Bonjour à tous. Après avoir parlé des consommateurs, donc qui sont essentiels, on part du consommateur pour réaliser son mix marketing. On va aujourd'hui s'intéresser dans cette capsule vidéo aux entreprises, aux organisations. Donc on va d'abord parler de la différence entre les brick and mortar et les pure players. Ensuite, comment les organisations peuvent transformer de l'audience sur leur site internet, sur leurs réseaux sociaux en business. Et enfin, inévitable, on parlera des GAFA ou des fois GAFAM, donc qui sont composés de Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft si on parle des GAFAM. Donc pour commencer, qu'est-ce qu'un brick and mortar? Donc c'est une expression qui signifie de briques et du ciment, utilisée dans le secteur de l'e-business pour indiquer les entreprises historiquement physiques, c'est-à-dire les entreprises qui ont démarré de manière physique, avec 4 murs et un toit, donc en briques ou en ciment. À l'inverse des purs joueurs qui ont démarré sur le web. Mais même si vous avez commencé de manière physique et que vous allez sur le web, que vous avez une boutique de e-commerce, vous restez un brick and mortar. C'est la manière dont le commerce a commencé qui permet de classifier dans une des deux catégories. Alors pourquoi ces brick and mortar qui sont de briques et de ciment doivent aller sur le numérique et avoir une offre en ligne? D'abord, si on regarde l'étude de Cifrio, 60 à 80% des consommateurs commencent leur parcours client sur Internet. C'est-à-dire qu'en tant que brick and mortar, si vous n'êtes pas sur le net, eh ben vous perdez tous ces consommateurs qui commencent leur parcours client en ligne. Ensuite, 4 adultes sur 10 ont acheté en ligne au cours du dernier mois. 38% sont des cyberacheteurs et le panier d'achat moyen est de 281 $. Donc autant de raisons qui invitent les entreprises brick and mortar à commencer ou poursuivre leur transformation numérique. Toujours autour de ces brick and mortar, plusieurs concepts à connaître, le click and mortar, le web to store ou le click and collect, donc qui signifie que une partie du parcours client commence et se réalise en ligne et se termine d'une manière ou d'une autre dans la boutique physique. À ces brick and mortar, on invite aussi à réaliser un parcours client omnicanal, donc à la différence du multicanal. Le multicanal, c'est quand vous allez harmoniser l'ensemble de vos canaux de communication avec le consommateur. C'est-à-dire qu'on va retrouver les mêmes offres et la même charte graphique, tout va être homogénéisé entre le magasin, le site web, les médias sociaux, les brochures, les courriels, les appels téléphoniques. On essaye de montrer au consommateur que quand il est joint par n'importe quel moyen, eh ben, c'est vraiment la même offre qui lui est présentée. A l'inverse, l'expérience client omnicanal, eh ben, on essaye de réfléchir au parcours client et à utiliser les différents canaux de distribution de communication en fonction de cette expérience, de ce parcours client. C'est-à-dire, eh ben, par exemple, pour un parcours client de chez Apple, il va pouvoir aller regarder sur Internet, commencer à regarder sur Internet, suivre sur les réseaux sociaux les lancements des nouveaux produits. Ensuite, il peut aller dans un Apple Store qui ressemble un peu à un magasin showroom pour essayer les produits, avoir du conseil et discuter avec des vendeurs pour finalement réaliser l'achat en ligne et bénéficier de certains avantages qui sont exclusivement en ligne sur la boutique de l'Apple Store. Donc, au lieu de présenter la même chose sur les réseaux sociaux, sur le site internet, dans les boutiques, eh bien, ils ont adapté le marketing mix, l'organisation de ces canaux de distribution en fonction du parcours client. Donc ces entreprises brick and mortar, elles ont commencé de manière physique et ben elles sont plus ou moins habiles avec les outils numériques. On parle alors de maturité numérique. Le premier stade, c'est le site vitrine. C'est typiquement la petite pizzeria d'angle qui est sur Internet avec un site Internet de quelques pages où vous allez retrouver le menu des pizzas et les prix et l'adresse pour vous rendre à la pizzeria. Et donc c'est un site figé, c'est le premier stade de la maturité numérique.
Le deuxième stade, on intègre des outils, on passe sur un site transactionnel, donc il y a de la vente en ligne. Donc il commence à y avoir des stratégies de marketing numérique avec des indicateurs de performance. On propose une expérience client multicanal, donc on essaye de faire ressembler le site internet à la boutique physique. Et dans ce stade 2, il peut commencer à y avoir de la publicité sur les réseaux sociaux. Le stade 3 de la maturité numérique, c'est plus avancé, on parle de commerce électronique. Il y a une stratégie de marketing numérique intégrée, une expérience client omnicanal. Donc là, le site internet, il est pensé en fonction du parcours client et de comment les internautes vont utiliser le site internet. Il commence à y avoir de l'automatisation du marketing, donc de la relation client avec des mails automatiques et des actions de marketing qui vont s'enchaîner en fonction du comportement de l'internaute ou du consommateur. Enfin, le dernier stade, le stade 4 qui est affaires électroniques. Donc là, on commence à parler d'intelligence d'affaires. On va commencer à utiliser de l'intelligence artificielle dans la gouvernance pour prendre des décisions et commencer à faire du marketing prédictif. Donc un exemple, c'est la station de ski Val Thorens qui ont créé une immense base de données qui regroupe les commerces, les restaurants, les hôtels, les parkings, les ventes de forfaits et à partir les comportements sur les réseaux sociaux et à partir de toutes ces données, ils arrivent à prédire quand est-ce que le touriste va revenir faire du ski à Val Thorens ou quand est-ce qu'il va avoir tendance à prendre une année de pause ou à aller essayer une autre station. Donc ils commencent à pouvoir faire du marketing prédictif. Ils peuvent aussi, en fonction des données des consommateurs, aller chercher de nouveaux prospects qui ont le profil des consommateurs actuels de Val Thorens. Donc tout ça rentre dans la maturité du stade 4 des affaires électroniques où vraiment on commence à faire du marketing prédictif, utiliser des données massives et de l'intelligence artificielle pour améliorer le marketing. Les conseils que l'on donne aux brick and mortar pour réussir leur passage au numérique, cette transition vers le digital. Le premier, c'est toujours on part du consommateur, c'est de bien comprendre la clientèle. Il faut que l'outil soit adapté aux besoins du consommateur. Ensuite, le deuxième, adopter une approche centrée sur le client. Il faut que le consommateur il soit au centre de l'expérience. Si possible, on le fait participer, on co-construit l'offre numérique avec le consommateur. On parle de co-création de valeur. Troisième, utiliser les outils de communication appropriés. Si vous êtes sur un produit pour les seniors, les derniers réseaux sociaux, TikTok et tout, ne seront pas adaptés. Donc là, je caricature bien évidemment, mais souvent il y a des décalages entre les outils utilisés et les outils utilisés par les consommateurs et les outils utilisés par les entreprises. Parler d'une seule voix, donc qu'il n'y ait pas de décalage entre, par exemple, votre force de vente et ce que vous proposez sur internet avec des offres promotionnelles. Il arrive des fois, on arrive chez McDonald's et on a trouvé une offre promotionnelle en ligne et le vendeur chez McDonald's, il n'est pas au courant de cette offre. Donc ça nuit à la relation client que le consommateur soit mieux informé que la force de vente. Privilégier les relations durables. Ça, on le dit jamais assez que il faut essayer de conserver ses clients pour améliorer son bouche à oreille, donc de mettre des éléments en place pour toujours essayer d'aller améliorer cette fidélité. Donc, autre conseil issu de la revue du MIT, donc d'une étude qui a été réalisée sur 450 cadres d'entreprises, de comment réussir à accompagner au mieux le passage au digital d'un point de vue plus ressources humaines. Donc soyez clairs sur les priorités avec vos équipes, permettre les feedbacks dans les deux sens, que donc votre équipe puisse vous remonter les difficultés, les idées, reconnaître le travail de tout le monde et soutenir la prise de risque et s'engager dans des conversations franches avec vos collaborateurs. Donc là on vient de finir un tour d'horizon sur les brick and mortar. On va maintenant s'intéresser aux purs joueurs, pure players, donc expression désignant des entreprises qui ont démarré leur activité en premier lieu sur internet et qui n'avaient auparavant pas d'activité traditionnelle dans le monde physique.
Le rêve de ces pure players, pour beaucoup, c'est de devenir une licorne. Qu'est-ce qu'une licorne? Dans le domaine des startups et de l'économie digitale, une licorne est une startup qui réussit à atteindre une valorisation d'au moins 1 milliard de dollars. Donc c'est pas un chiffre d'affaires, c'est bien une valorisation, donc c'est la valeur de l'entreprise qui arrive à 1 milliard de dollars. Vous retrouvez ici le classement des plus grosses licornes. Donc on retrouve principalement des entreprises américaines et des entreprises chinoises qui commencent à se faire de la place dans le monde du numérique. Les challenges pour les purs joueurs, mais il y en a plusieurs. D'abord les contraintes sur les 5 sens. Quand vous êtes en ligne, eh bien, vous avez un peu que vous pouvez jouer que sur la vue, sur l'ouïe. Quand on met des musiques sur les sites internet, c'est souvent mal perçu. Le goût, c'est à ma connaissance impossible via un site internet d'utiliser ce sens comme le sens de l'odorat. Le toucher non plus, on peut pas toucher les produits, donc il y a vraiment des contraintes autour des 5 sens. Ensuite, des contraintes, plus de difficultés à humaniser la relation client. Donc comme là, je vous parle à travers la capsule, ça reste différent d'un cours en présentiel. Donc il y a cette difficulté d'humaniser la relation client. Le service après-vente, donc avec des risques, des problèmes de confiance pour l'internaute, s'il a un problème, à qui s'adresser, est-ce qu'il y a vraiment une entreprise physique derrière. Donc il y a toutes ces problématiques qui vont impacter les purs joueurs. Les problèmes de livraison, vous voulez acheter un produit, vous êtes pressé, vous allez dans un magasin, vous l'avez tout de suite, vous repartez avec. Là, quand vous le commandez en ligne, ils réduisent toujours les délais, mais il y a toujours des délais de livraison. Et enfin, ces purs joueurs, c'est difficile de faire la différence en étant 100% en ligne. Donc souvent, ils vont utiliser des leviers offline, hors ligne. Donc la télé, la radio, le street marketing, l'événementiel. Donc c'est difficile d'être 100% en ligne. Donc voilà un petit peu un tour d'horizon pour dégrossir les difficultés liées aux purs joueurs. A l'inverse, les avantages des purs joueurs, une étude qui a été faite sur les purs joueurs dans le pneumatique montre que 81% des répondants pensent que les purs joueurs proposent une offre moins chère et 70% pensent qu'ils ont plus de stock. Donc voilà, il y a le prix et le stock, la diversité de produits restent les gros avantages des purs joueurs. Quelques exemples de purs joueurs. Vous avez l'entreprise Parrot qui a développé des drones, donc qui s'est d'abord lancé en ligne et aujourd'hui vous commencez à les retrouver dans d'autres boutiques, mais au début ils vendaient exclusivement en ligne. Et pour les dames, Sarenza, donc, qui propose des chaussures en vente en ligne avec tout un système pour rapidement se changer les chaussures si l'achat ne convient pas. Et qui font comme événementiel donc le championnat national de course en escarpin. Donc c'est un exemple pour vous montrer que voilà, c'est une entreprise, un vrai pur joueur qui est 100% en ligne, mais il a quand même des activités hors ligne, notamment pour la promotion de ses produits. D'autres exemples de purs joueurs, on en parlera plus longuement dans la suite de cette capsule. C'est Amazon que vous connaissez tous, mais qui en janvier 2018, après une année d'attente, a lancé sa première supérette automatisée. Donc ils étaient 100% en ligne et ils commencent maintenant à avoir des boutiques physiques. Donc ils ont commencé avec leur première boutique à Seattle. D'autres purs joueurs que l'on connaît bien, c'est ceux qui sont arrivés dans la publicité. Donc, mais là, c'est difficile donc d'avoir de l'audience et une étude des Échos montre que 2 tiers de la publicité est captée par Google et Facebook. Donc, quand vous êtes un nouveau pur joueur, c'est difficile d'aller chercher des revenus publicitaires. Et à ce phénomène en plus s'ajoutent des annonces comme Procter & Gamble, qui était le premier annonceur aux États-Unis et qui ont réduit leur budget publicitaire en ligne de plus de 100 millions de dollars. Donc déjà la majorité des publicités est captée par les GAFA et en plus il y a des grands annonceurs qui ont tendance à réduire leur publicité en ligne. Donc ce qui fait que les purs joueurs dans le média ont de plus en plus de mal à être rentables. D'autres types de purs joueurs que vous connaissez bien, c'est les applications qu'on va retrouver sur les téléphones intelligents, donc plus d'1 million d'applications sur Android et sur iPhone.
Mais là aussi, il faut savoir que c'est de plus en plus difficile de se faire une place dans le monde des applications. Une étude du journal Le Figaro disait que seuls 2% des 250 plus gros éditeurs d'applications sur iPhone en début d'année étaient de nouveaux venus. Donc c'est à nouveau un marché qui commence à être verrouillé par de gros éditeurs et donc franchir le million de dollars de revenus lorsque l'on débarque dans ce marché est de plus en plus difficile. On a tous eu l'idée de l'application qui manquait, qui allait nous rendre riches, mais voilà, ça reste un rêve pour la majorité des gens parce que c'est un marché qui est de plus en plus concurrentiel et difficile de se faire une place sur ce marché. Des exemples de purs joueurs qui n'ont pas fonctionné. Vous avez l'entreprise Chacha que du coup vous ne connaissez probablement pas. Donc il y avait tout un modèle qui était basé sur des revenus publicitaires. Ils avaient réussi à lever 108 millions de dollars. Donc c'était quand même un gros joueur. Leur proposition de valeur, ça a été une application qui répondait à toutes les questions que vous pouviez avoir. Mais donc voilà, basé sur la publicité, difficile de se faire une place, donc ils ont fini par faire faillite. Autre exemple, Boo.com qui eux se proposaient comme le Google du streetwear pour donc acheter des vêtements avec, vous pouviez voir en 3D le vêtement choisi, on pouvait tourner comme ça, donc avec plein d'options digitales pour essayer de lutter contre les difficultés liées aux cinq sens des purs joueurs. Eux, là, donc, ils ont levé 135 millions de dollars donc, pour leur projet, mais ils n'étaient pas adaptés sur les Mac. Quand on n'avait pas la fibre, c'était difficile de charger les différents modules, et donc là, il y avait des bugs dans le site. Et donc, ces deux difficultés ont coulé l'entreprise. Les différents modèles de revenus possibles pour les pure players, mais qu'on retrouve aussi pour les brick and mortar. Donc la première, c'est la vente de produits et de services. Donc vous avez le consommateur, il achète un produit, il achète un service qu'il reçoit après. Vous avez aussi l'abonnement. Donc là, c'est comme au téléphone. Donc vous avez un abonnement, vous payez chaque mois, ou comme les offres Netflix, donc qui sont basées sur l'abonnement. La location, donc vous louez des produits, ça commence à se développer de manière originale dans l'art, où vous pouvez louer des tableaux, où chaque semaine vous avez une nouvelle offre de tableaux à mettre dans votre maison. Ça se fait aussi pour les montres. Donc il y a des nouvelles offres dans la location qui bousculent un peu les codes et les habitudes. Les frais d'utilisation, donc ça typiquement c'est le Wi-Fi dans l'aéroport. Donc pour utiliser le Wi-Fi, et ben vous allez payer des frais, ou les ordinateurs en libre service. Ensuite vous avez aussi la publicité, donc ça on en a parlé, ça permet de proposer une offre des fois gratuite pour le consommateur, donc comme va le faire Google, comme Facebook, et donc de faire des modèles qui se financent entièrement par de la publicité. L'intermédiation avec le collaboratif, donc ça on va retrouver Airbnb que vous connaissez tous. Donc c'est l'idée par internet d'être un intermédiaire entre un fournisseur d'un produit ou d'un service et le consommateur final. Donc comme Uber aussi, il y a plein d'exemples qui se développent dans ce domaine. Et ensuite la licence qu'on retrouve principalement pour les logiciels, et le freemium premium qui a vraiment pris son essor avec internet. Donc ça, le freemium premium, c'est l'idée que le consommateur il peut commencer à essayer le produit de manière gratuite. Donc c'est comme LinkedIn par exemple, et ben gratuitement vous créez un profil. Je vous invite tous à le faire si vous n'en avez pas encore, ça vous servira pour après vos études. Donc vous utilisez l'offre LinkedIn, et si jamais vous voulez des fonctionnalités supplémentaires, et ben là il faut passer en premium et donc prendre un abonnement. Donc cette offre elle a plusieurs avantages. C'est que le consommateur il peut essayer gratuitement. Souvent le prix en marketing c'est un frein important à la consommation, et donc là on essaye de réduire ce frein en faisant essayer le produit au consommateur. Donc il y a des applications qui fonctionnent comme ça, donc le consommateur il va évoluer, il va se familiariser avec le produit, il va commencer peut-être à se créer des habitudes, et s'il veut aller plus loin, et ben une fois qu'il est mordu par le produit, et ben une partie des consommateurs donc va passer premium et va commencer à
à dépenser de l'argent et à générer des revenus pour l'entreprise. Vous avez aussi les médias qui fonctionnent comme ça. Vous avez une partie de l'article qui est gratuit et la deuxième partie de l'article est payante. Donc on est sur du freemium premium. Donc pour terminer cette capsule, on va maintenant s'intéresser aux gros joueurs que sont les GAFAM et leurs homologues chinois, les BATIX. Donc les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, des grandes entreprises que vous connaissez tous. Donc si on regarde du côté de Google et Facebook, ils ont d'abord commencé par répondre à un besoin du consommateur. Ils ont généré de l'usage et le modèle d'affaires il est arrivé ensuite avec de la publicité. Donc ils étaient gratuits au début pour le consommateur, ils sont toujours gratuits. Donc petite anecdote, c'est que quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Ils vous vendent en tant que prospect pour des annonceurs publicitaires. Donc ils vendent des données sur les consommateurs à des annonceurs. Donc pour commencer par Google, c'est une entreprise américaine donc, de services technologiques qui a été fondée en 1998 dans la Silicon Valley en Californie par Larry Page et Sergey Brin, donc, qui sont les créateurs du moteur de recherche. L'historique de Google, donc c'était des chercheurs donc qui réalisaient un PhD. Et dans le domaine scientifique, un article, il va être cité par ses confrères et la science se construit comme ça. On cite les recherches précédentes et on va amener une petite touche, une amélioration sur cette recherche. Du coup, on sait quelles sont les recherches les plus citées, quels sont les travaux les plus importants, vont ressortir en premier et vont être souvent de plus en plus cités. Et donc, ils sont partis de cet exemple en se disant, il faut faire pareil pour les sites internet. Plus un site internet va être cité par les autres, et plus il va ressortir en tête du classement. Donc au début, c'était le seul critère, c'était s'il y avait des liens qui pointaient vers votre site internet, un maximum de liens, et bien vous aviez les premières places dans le moteur de recherche. Aujourd'hui, ça a fortement évolué, il y a de plus en plus de critères, comme on le verra dans la capsule sur le référencement. Deuxième grosse entreprise, c'est Apple. Je vous invite à regarder les différents films sur Steve Jobs, donc de comment Apple s'est développé. Donc eux, ils ont un modèle d'affaires qui est principalement basé sur le hardware, mais ils ont aussi du software avec toutes les applications dans les iPhones. Facebook. Donc Facebook qui est né en 2004 à l'université Harvard, donc créé comme vous le savez pour la majorité d'entre vous par Mark Zuckerberg. À nouveau un film aussi sur l'histoire de Mark Zuckerberg que je vous invite à regarder si ce n'est pas déjà fait. Ce qui est intéressant par rapport à Facebook, c'est donc qu'ils ont d'abord créé de l'usage, ils ont d'abord proposé un système gratuit et c'est en septembre 2006 que Sheryl Sandberg a vraiment pensé au modèle de revenu et donc qui a proposé les Facebook Ads et donc c'est elle qui a rendu vraiment qui a amené l'entreprise Facebook à son apogée. Donc elle a été débauchée de chez Google par Mark Zuckerberg et est aujourd'hui une des actionnaires principales de Facebook. Amazon, à ma connaissance, pas encore de film sur Jeff Bezos, mais ça ne devrait pas tarder. Donc créé en 1994 par Jeff Bezos, qui a d'abord commencé donc par faire une librairie. Petite anecdote sur le logo pour ceux qui avaient peut-être pas remarqué. Donc Amazon, c'est tout de A à Z. La petite flèche montre qu'il propose tout de A à Z. Et pour l'anecdote sur le nom Amazon. Apparemment, Jeff Bezos aurait cherché dans le dictionnaire un nom de marque qui commençait par A parce qu'il y a encore beaucoup d'endroits où on classe les marques, les entreprises par ordre alphabétique et il voulait apparaître au début. Microsoft, donc créé par Bill Gates, qui est le plus grand philanthrope du monde en nombre de milliards de dollars donnés, qui s'est principalement financé autour du software. Donc face à ces GAFAM, les Chinois ont créé leur équivalent avec Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi. Donc désolé pour mon accent chinois.
Donc ce sont des entreprises qui montent. Pour l'instant, restent encore loin derrière les GAFA en termes de capitalisation boursière, d'utilisateurs, mais qui ne cessent de prendre de la valeur, qui sont beaucoup plus soutenus par l'État chinois, qui sont presque intégrés à l'État chinois par rapport à l'État américain. Donc un autre système, une autre approche, mais qui ne cesse de croître.